Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1010. Et on a vécu un truc absolument génial. Ce chapitre 1010 que j'ai encore sous les yeux, ça fait peut-être au moins 20, 30 fois que je le lis. Et à chaque fois que je le lis, j'ai un sourire sur le visage. Ce chapitre 1010 est un tournant, l'un des tournants de cette œuvre One Piece. On a basculé ici dans une sorte d'autre dimension. Ce chapitre m'a fait le même effet que le chapitre 387 et le 388 surtout. Quand Luffy se met en mode Gear Segundo et qu'il joue vraiment avec Bueno, ou quelques chapitres avant, il y avait encore cette difficulté de pouvoir l'atteindre, de pouvoir le toucher, de pouvoir faire jeu égal avec lui. Et après, il y a quelque chose qui arrive, le Gear Segundo, et Luffy gagne une puissance absolument incroyable. Et quand on le lit, on sent quelque chose. Quand on le regarde en anime, One Piece bascule dans une sorte de mode, je me rappellerai toute ma vie, dans un mode Dragon Ball, avec de la vitesse, avec de la puissance, avec une célérité dans le combat qu'on n'avait pas encore vu juste avant. Ce chapitre 1010, quand on le lit, j'ai ressenti au fond de moi cette même excitation, j'ai senti une évolution dans le combat. Je n'imagine même pas ce chapitre en anime. Au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore quoi dire sur ce chapitre. Je ne sais pas comment vous exprimer toute la joie que j'ai ressentie. Le point faible de One Piece, on va pas se mentir, One Piece, malgré l'œuvre qu'elle est, a quand même un point faible. Son point faible, c'est que la narration, l'histoire, vient souvent prendre le pas sur les actions. Si tu lis One Piece, c'est pas pour les combats. Si tu lis One Piece, c'est surtout pour l'histoire que Eiichiro Oda te raconte. Et c'est peut-être pour ça que ce chapitre 1010 nous a autant marqué. Cette attente de voir un combat qui vraiment nous claque la gueule, un combat qu'on a regretté peut-être de ne pas avoir dans cet arc Whole Cake où il y a eu le combat de Luffy contre Katakuri, on va peut-être l'avoir ici. On veut de la puissance, on veut de l'impact dans les coups, on veut de la démesure, on veut pas que des planètes explosent, on veut pas que des continents entiers explosent, mais à travers quelques coups, on a senti toute une puissance dans le dessin qui est absolument incroyable. Et Eiichiro Oda est un fou pour nous avoir dessiné ça. La construction de ce chapitre est vraiment très très bonne parce que on y va crescendo. On ne se prend pas toute l'attaque dans la gueule parce que ce chapitre, la manière dont il a été construit, il aurait pu être facilement dans deux chapitres absolument dingues. C'est-à-dire que la première partie, qui est le sacrifice entre guillemets de Zoro, qu'on va essayer de reparler tout à l'heure, ça aurait pu être mis seulement que dans un seul chapitre. C'est-à-dire que on a Luffy qui se prend le coup, qui tombe KO, Kid et Killer qui vont à la poursuite de Big Mom, et après on se retrouve avec Law et Zoro face à Kaido. Et Zoro sent qu'il doit faire quelque chose, qu'il doit se sacrifier pour que son capitaine puisse continuer à avoir son rêve. Cette partie est absolument incroyable parce qu'il y a un parallèle ici entre Sanji et entre Zoro. Alors il y en a qui me disent mais c'est complètement fou, Zoro on sait maintenant qu'il est tellement plus puissant que Sanji, et justement là-dessus on espère que Eiichiro Oda
plus tard va quand même donner un moment de gloire à Sanji, même si au niveau puissance, je pense que Sanji ne pourra plus jamais égaler Zoro. Mais ce qui est bien dans One Piece et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la puissance d'un personnage n'est pas un synonyme de l'importance du personnage. On l'a vu avec Nami, on l'a vu avec Usopp. Sans eux, à un moment, l'histoire se serait terminée. Au niveau de Whole Cake, Sanji dit à Luffy qu'il met de côté son rêve de découvrir All Blue pour sauver l'équipage. Et bien ici, on a exactement la même chose pour Zoro. C'est-à-dire que Zoro, s'étant déjà pris une attaque combinée de Big Mom ainsi que de Kaido, qu'il n'a pas stoppé l'attaque, mais qu'il l'a seulement arrêté pendant quelques secondes, c'est-à-dire que c'est pas lui qui la dévie et qui l'envoie autre part, il ne fait que la bloquer quelques secondes, et après c'est l'eau qui le téléporte, et qui permet justement aux autres, ce laps de temps, permet aux autres justement d'esquiver cette attaque qui les aurait totalement détruits. Zoro sait que son capitaine est à terre, et si il ne donne pas tout ce qu'ils ont au fond d'eux, c'est la mort qui est assurée. Il sait qu'en allant le combattre, la seule chose qu'il veut faire, c'est l'amener dans la mort avec lui. Donc, il sacrifie son rêve d'être le meilleur épéiste, il sacrifie la promesse qu'il a faite de ne plus perdre aucun combat pour sauver son capitaine, car il a foi en son capitaine et il sait que son capitaine est destiné à accomplir quelque chose d'incroyable qui peut peut-être sauver le monde. C'est là ici où on a un parallèle avec Sanji et qu'on a la beauté de One Piece, c'est-à-dire qu'on sait que tous accompagnent Luffy pour accomplir un rêve. C'est l'accomplissement de leur rêve qui les a fait entrer dans cet équipage. Et l'amitié qu'ils ont pour leur capitaine va au-delà de leur propre rêve. On a cette attaque qui apparaît, qui est le Ashura dans une nouvelle version. Et cette attaque, Ichiroda, il aurait pu nous l'amener bien plus tôt. Mais il a voulu jouer sur cet effet de nostalgie parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps. Comme je l'ai dit au chapitre précédent, Zoro, pour l'instant, dans le Nouveau Monde, il est en vacances. Il s'amuse, il est peinard. Sauf que là, ici, il a vraiment chié et il est à 2 doigts de mourir. C'est encore une fois l'eau qui le sauve et ça, on va en reparler tout à l'heure. Dans la construction de ce chapitre, Ichiroda aurait pu nous mettre l'attaque de Zoro en finale de ce chapitre. Et à la fin, Zoro tombe et on a Kaido qui est toujours debout, qui annonce à Zoro qu'il a le Haki des Rois. On va juste en parler après. Et ce chapitre aurait pu se terminer ici. Cette première action est une action extraordinaire qui nous amène à un niveau de hype, surtout les fans de Zoro, qui est absolument incroyable. Et ce qui se passe après avec Luffy aurait pu être dans un autre chapitre. Et c'est ça qui est vraiment important. Parce que c'est comme ça qu'il aurait construit son chapitre, s'il avait encore le temps de nous raconter son œuvre. On voit encore une fois qu'il nous met 2 trucs absolument dantesques dans un même et unique chapitre. On sent encore une fois cette accélération. On sent que Ichiroda est en train de se dire « J'ai encore tellement de choses à leur raconter, je ne peux plus me permettre de faire comme avant, me permettre d'étirer un tout petit peu et de faire vraiment savourer cette œuvre qu'est One Piece. » Mais pas d'inquiétude, il y aura l'anime qui sera là pour ça. On a la révélation du Haki des Rois. Kaido annonce à Zoro qu'il a le Haki des Rois. Sauf que Zoro lui annonce que non. Ce qui se passe ici, ce n'est pas le fait que Kaido se trompe en disant à Zoro qu'il a un Haki des Rois et que Zoro, en vérité, il a évolué
une sorte d'autre Haki qui fait ressembler sa force et sa puissance au Haki des rois. Ce qui se passe ici, c'est Kaido qui connaît le Haki des rois, qui le maîtrise depuis plusieurs années, et c'est Zoro qui n'a pas conscience de sa propre puissance. Et ça, on l'avait déjà au chapitre 997. Beaucoup s'étaient foutus de ma gueule sur le fait que Zoro possède le Haki des rois. Le fait que la terre tremble et qu'il y ait Brook qui dise « Hey, mais Zoro, t'as le Haki des rois !» Et il dit « Non, 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 c'est pas ça !» Et après, quand on a justement cette Onigashima qui tremble et qui s'envole, dans nos têtes on fait « Ah oui, d'accord, Oshiro Oda nous a pris au dépourvu et il nous a fait croire que Zoro avait le Haki des rois, et non, ce n'est pas le cas. » Et justement, tous ceux qui font partie de ces gens qui disent « Mais non, c'est impossible qu'il ait le Haki des rois parce que obligatoirement Luffy doit être au-dessus de lui, et comme très peu de personnes ne peuvent avoir le Haki des rois, il est absolument impossible que Zoro l'ait. » La colère que ressent Zoro quand il hurle qu'il est en bas et qu'il a besoin d'aller rejoindre son capitaine, quand il hurle, quand il fait trembler Onigashima, c'est vraiment les prémices de son Haki des rois. Quand il combat Monet, c'est les prémices de son Haki des rois, tout comme Luffy a les prémices de son Haki des rois contre les sœurs de Bois Hancock quand il est à Marineford. Ce n'est pas le seul qui a le Haki des rois. On a aussi Eustace Kid qui a aussi le Haki des rois. Est-ce que lui aussi, il l'a de façon inconsciente? Est-ce qu'il sait l'utiliser? Est-ce qu'il sait le maîtriser? Là aussi, on a encore une importance. Et ça, c'est vraiment fort parce que on voit que le groupe qui a été créé ici aura toute son importance plus tard, comme je vous le dis depuis longtemps, contre ce boss final qu'on aura bien plus tard. Ils ne vont pas se séparer à la fin. Oui, ils vont se séparer à la fin d'Onigashima, mais on les retrouvera plus tard. Zoro a cette maîtrise, Zoro a cette puissance. Zoro va avoir une utilisation du Haki des rois qui va peut-être être un petit peu différente de celle que va avoir Luffy. C'est au moment où il va en avoir conscience, sûrement qu'on va avoir un jour un flashback où on va le voir s'entraîner justement avec Mihawk, et Mihawk va lui expliquer une technique, va lui expliquer quelque chose, et il va lui dire que ce sera seulement que quand tu auras atteint un certain statut, une certaine connaissance, que tu pourras vraiment avoir le plein potentiel de ton être. On va basculer sur le rôle de l'eau. Zoro attaque avec justement cette transformation. À un moment, Zoro fait un truc absolument incroyable. Il va se sacrifier, il sait qu'il va mourir face à Kaido parce qu'il connaît la puissance de Kaido. La chose qui est vraiment importante, c'est qu'il a réussi à blesser Kaido et il a fait cette ouverture que je vous parle depuis longtemps, et cette cicatrice qui va rester, parce que même Kaido le dit, cette cicatrice va rester. Donc là, on voit que Zoro est l'égal d'Oden, ce qui est un truc absolument dingue. Et cette cicatrice est le point faible qui est créé dans Kaido et qui va permettre à Luffy de terrasser Kaido. Zoro, à ce moment-là, sait qu'il ne peut plus rien faire et il donne sa vie pour son capitaine et il donne ce qu'il a de plus cher, son capitaine, à l'eau. L'importance de l'eau. Il ne peut pas être sous les ordres de Luffy, c'est impossible. Il est capitaine d'un équipage, mais il fait partie de la famille de Luffy. Le sauvetage qu'il fait de Zoro, c'est pas quelque chose qui lui est ordonné, c'est quelque chose qu'il fait de lui-même. On va fermer la parenthèse l'eau qui était quand même assez rapide, et avant de passer sur vraiment Luffy et l'évolution de son Haki, on va basculer rapidement sur Big Mom. Big Mom peut tomber dans la mer et est sauvé grâce à Prométhée. Prométhée demande quelque chose à Big Mom. Cette chose, c'est que comme on voit qu'il y a des nuages, qu'il y a des éclairs, on sait depuis très très longtemps que Zeus doit accompagner Nami. Et donc, pour que Zeus puisse partir, il faut que Zeus soit renié de la part de Big Mom. On le répète, je vous l'ai dit il y a très longtemps, Zeus et Prométhée sont les deux personnalités de Big Mom. Prométhée
et le côté démoniaque de Big Mom, la Big Mom telle qu'on l'a maintenant, et Zeus, lui, est le côté enfin, et le côté un petit peu glouton de Big Mom. Et on sait que Big Mom a ses deux personnalités, et Big Mom, quand elle a eu le coup sur la tête suite à l'attaque de Queen, elle est redevenue cette petite Liline qui s'est liée d'amitié avec Chopper. Eh bien, ça va être exactement la même chose avec Zeus. Zeus va pouvoir être le Zeus qu'il est réellement et va pouvoir se lier d'amitié avec Nami. Et pour que Zeus puisse partir, il faut que quelqu'un vienne pour remplacer Zeus. Et c'est justement ce que demande Prométhée. Prométhée demande de créer un nouveau Zeus qui soit plus méchant, qui soit plus machiavélique. Le truc encore plus fou, ça serait même que Prométhée dise « Je veux devenir ton préféré, ton nouveau Homise » et que Big Mom arrive à fusionner le feu avec les éclairs. Donc là, on ferme cette parenthèse pour vraiment s'attaquer maintenant sur Luffy avec cette évolution du Haki des Rois. Comme je vous l'ai dit, ce Haki des Rois, qui est un boost du Haki de l'armement, je l'ai vu venir depuis longtemps. Je vous en parlais déjà quand je faisais les critiques analyses du combat de Doflamingo contre Luffy. Le fait qu'il y ait cette attaque entre les deux, qu'il y avait il y avait le Haki des Rois qui venait offrir un boost, parce que je vous le dis depuis tellement longtemps, le Haki des Rois ne peut servir seulement qu'à évanouir les personnes, parce qu'à un moment il va y avoir une confrontation des personnes, c'est-à-dire que le Haki des Rois marche contre le menu frottin, mais ne peut pas marcher contre Big Mom, contre Kaido, même contre Doflamingo. Doflamingo a le Haki des Rois, on l'a vu qu'il s'est éveillé quand il était enfant, quand il avait cette colère contre la populace. Et quand il y a eu le combat, à un moment de tension entre les deux, je vous l'avais dit que le Haki des Rois venait s'ajouter au Haki de l'armement, et on l'a vraiment présent ici. Le fait qu'on ait le Ryuo qui permet une projection du Haki de l'armement, Katakuri avait dit qu'il y avait plusieurs niveaux de Haki. On l'a vu que même au niveau du Haki de l'armement, quand ils avaient fait une sorte de confrontation tous les deux, à un moment, Luffy avait mal aux mains. Pourquoi ? Parce que son Haki n'était pas aussi puissant que celui de Katakuri. Wano Kuni va permettre à Luffy d'atteindre le stade d'empereur. Parce que maintenant, on ne peut plus le nier. Luffy est un empereur. Il a la puissance d'un empereur. Il a réussi à maîtriser une nouvelle version du Haki de l'armement, qui est le Ryuo. Une fois ce Haki de l'armement évolué, il faut qu'on mette quelque chose dessus pour pouvoir combattre les empereurs, les mecs qui sont hyper puissants, parce que même si tu as maîtrisé le Ryuo, même si tu as réussi à faire mal à Kaido à un moment, il te faut encore cette étincelle, il te faut encore cette chose qui va te permettre de te hisser au sommet, au niveau des empereurs. Et cette chose, c'est tout simplement le Haki des Rois. Kaido nous explique que même si tu fais partie des 1% qui maîtrisent le Haki des Rois, ça ne fait pas toi obligatoirement un empereur, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'hyper puissant. Car parmi ces 1%, il y a encore une élite qui ont la véritable utilisation du Haki des Rois. Et là où c'est encore une fois bien amené, et je continue à le dire, c'est qu'on a une construction de Luffy qui est comme ça. Luffy permet d'accéder à ce stade grâce au combat qu'il fait. Il n'a pas comme Zoro, il n'acquiert pas les connaissances à travers un entraînement de malade. Il acquiert son savoir quand il est confronté à des attaques. Il a ce génie du combat qui lui permet à un niveau de pouvoir assimiler les attaques. C'est ce qui nous explique au niveau de Enies Lobby. C'est ce qui s'est passé
avec Katakuri. C'est une analyse qu'il a à un certain moment. Et c'est quand il est à un point de rupture qu'il peut basculer, qu'il peut avoir quelque chose. Il a acquis le Gear 4, mais il a réussi à l'éveiller quand il était face à un problème, face à des animaux. Et c'est pour ça que Rayleigh l'a laissé sur l'île, seul. Parce qu'il savait que Luffy ne peut évoluer que quand il est face au danger. Et que lui, il a juste qu'à lui apprendre les bases. Et que son génie du combat, celui de Luffy, va lui permettre d'assimiler facilement les attaques. Le seul défaut qu'on peut toujours avoir sur Luffy, et j'espère qu'un jour Ichiroda va nous l'expliquer, parce que c'est ce qui nous a fait tiquer contre Katakuri, et c'est ce qui nous fait encore tiquer ici quand tu analyses correctement ce combat, c'est que normalement, il ne devrait pas se réveiller. Normalement, il devrait être KO. Normalement, il ne se relève pas, même s'il a le fruit, même s'il est insensible grâce au caoutchouc, s'il est insensible aux attaques, il y a du putain de haki qui s'est pris. Il s'est pris une attaque avec du haki des rois dessus. Et normalement, il ne devrait pas se réveiller, surtout que tu vois au préalable qui revient d'un moment où il a dû attendre pour reprendre de l'énergie. Normalement, il ne devrait pas se réveiller. Mais il se réveille. Et ça, c'est lié à ce putain de regard qu'il a. Quand Kaido le regarde et lui dit il est inconscient, mais il a encore ce regard, cette haine dans ce regard, cette volonté dans ce regard, ça annonce quelque chose qui, moi, me fait peur. Le fait que Luffy, à travers cette existence du dit, c'est quand il est inconscient que cette chose se réveille. C'est-à-dire que quand il a atteint une certaine limite qu'il ne peut plus dépasser, j'ai l'impression qu'une chose en lui s'éveille et vient lui donner le boost pour pouvoir se dépasser. Et j'ai peur que on ait là-dedans une sorte de matérialisation, de réincarnation de Joy Boy ou de quelque chose d'autre. Qu'il soit habité par autre chose. Et c'est cette chose-là qui me fait peur. Parce que il nous remet encore en place cette chose, Ichiroda. Et s'il nous le remet en place, c'est obligatoirement que plus tard, il va nous dire, vous qui avez gueulé de ce combat contre Katakuri qu'il n'aurait jamais dû gagner, vous qui gueulez parce que face à Kaido, il n'aurait jamais pu se relever. S'il s'est relevé, s'il a fait ça, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a eu l'éveil de quelque chose. Cette critique-analyse est différente de celle que j'ai l'habitude de faire où je prends le chapitre page par page et que on essaye d'analyser tout ça ensemble. J'ai besoin de vous parler de ce chapitre tel que je l'ai ressenti. Et même là, je sens que je ne vous ai exprimé que 1/10 de ce que ce chapitre m'a fait ressentir. On a vécu un point bascule. Il y aura un avant et un après le chapitre 1010. Comme il y a eu un avant et un après le chapitre où il y a eu la séparation des Mugiwara. Un avant et un après la mort de Ace. Dans le Nouveau Monde, cette bascule, au niveau de la narration, au niveau de l'univers, au niveau de la direction que prend Ichiroda, je ne pense pas qu'on l'ait eu. Même le chapitre où Roger pleure et rigole en même temps, on n'a pas eu de véritable révélation sur ce qu'est le One Piece. On a senti au fond de nous que la bascule peut-être qui s'est passée à ce niveau-là, c'est que Ichiro Oda nous disait on arrive sur la fin de One Piece. One Piece va bientôt se terminer. Et ce chapitre 1010, Ichiro Oda nous dit la promesse que je vous ai faite il y a beaucoup d'années en vous disant que Marineford ne sera qu'une bataille de bac à sable, ne sera rien
comparé à ce qui vous attend à la fin de One Piece, avec ce chapitre 1010, on l'a touché du bout des doigts. Ce chapitre 1010 nous fait rêver à quelque chose de grand au niveau de One Piece. Après ce chapitre, j'ai encore plus envie de lire One Piece. Quelque chose que je ne pensais pas réalisable, tellement j'adore ce manga. 1010 chapitres qu'on vit One Piece. Et Ichiro Oda, je suis sûr qu'il avait ça. Au moment où il a dessiné ce chapitre, avec ce sourire, il nous disait le message. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Ça va être incroyable.